3 mars 1974. Un matin comme tous les autres, Ted Donovan va s'apercevoir, lorsqu'il veut prendre sa voiture, qu'elle ne démarre pas du tout. Il va aller vérifier le capot, et là, il va s'apercevoir que les pièces mécaniques sont curieusement cassées. Il va alors emprunter celle de sa fille, sauf que là, même problème. Un des pneus de la voiture semble avoir été crevé. Il va donc inscrire, à la suite de voir ça, sur son calendrier, pneu crevé. Lorsqu'il se resserre un café, il était loin de se douter à ce moment-là qu'il avait marqué sur son calendrier le début d'un enfer pour sa famille. Un enfer qui fera même trembler Ed et Lorraine Warren, les enquêteurs très connus du paranormal dont je parle assez souvent sur la chaîne. J'ai vu pas mal de commentaires et de personnes qui disaient sous la dernière vidéo que j'ai pu faire des Warren, et même la première qui a tapé d'ailleurs un score littéralement incroyable, on avait peut-être 400 000 vues ou proche de ça, je sais plus, c'est assez ouf. Merci d'ailleurs pour ça infiniment, pour tous vos retours sur les histoires paranormales que je fais sur les Warren, c'est trop adorable. Mais j'ai vu que pas mal de personnes disaient en commentaire que c'est faux, que les Warren sont des charlatans, qu'ils mentent, que ce sont des manipulateurs, des profiteurs, et qu'ils profiteraient finalement de vrais cas de possession pour se faire de l'argent. Aujourd'hui on ne débattra pas de ça, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Aujourd'hui je vais juste vous raconter l'histoire du cas de Donovan et ne pas divaguer vers un sujet que je pourrais carrément traiter dans une autre vidéo. Donc est-ce que ça vous intéresse que je parle des Warren, essayer de comprendre pourquoi les gens pensent que c'est faux, et est-ce que tout ça est faux, est-ce que toutes leurs enquêtes qu'ils ont fait depuis le début sont fausses, une sorte de grosse enquête autour d'eux. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours, et peut-être pourquoi pas aussi de le faire. J'aimerais commencer cette histoire en vous expliquant qui sont les personnes de la famille dont on va parler aujourd'hui. La famille Donovan est composée de Ted Donovan, Helen et leurs 2 enfants, Patty, âgée de 19 ans au moment des faits, et Brian, 15 ans. Les parents, fort religieux, maintenaient avec leurs enfants un cadre assez strict. Patty, n'ayant pas beaucoup d'amis avec qui jouer, va être attirée par un objet. Cet objet, je l'ai déjà utilisé sur ma chaîne YouTube. Pour les gens qui suivent, vous aurez la ref, le Ouija. Dites-vous que sa solitude était tellement forte qu'elle était persuadée qu'elle allait pouvoir rencontrer un ami grâce à ce moyen-là de communication. Un soir, alors que toute sa famille était en train de dormir, elle va vouloir décider de tester la planche. Elle va poser des questions qui sont les suivantes. Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent ici? Je me prénomme Patty Ann Donovan. Y a-t-il un esprit qui m'entend? La goutte se dirige après qu'elle ait dit ça sur le oui, inaugurant une première communication pour Patty. Cette première réponse va la rendre complètement folle, à tel point qu'elle va penser que ce n'est pas un ami qu'elle a pu rencontrer ce soir-là grâce à la planche de Ouija, mais bien un petit ami. Les messages qu'elle va recevoir en plus ne vont pas du tout lui prouver le contraire. En plus, les messages qu'elle va recevoir par l'intermédiaire de cette communication sont assez flatteurs. L'entité derrière va lui affirmer à quel point elle est jolie, bien plus jolie même que toutes les autres filles. Patty en retour va donc lui livrer tous ses secrets. Elle va se confier premier degré pendant plusieurs heures. Elle ne va vivre que pour ses échanges avec l'entité pendant une année. Tous les jours, elle va se livrer à cette pratique-là jusqu'à un soir de février 1974, où elle demande alors à l'entité de lui dévoiler son futur. L'entité masculine lui apprend alors qu'elle aura 3 enfants d'ici l'année 1978. L'entité va même réussir à lui donner la date exacte de quand va naître son premier enfant. Folle d'amour pour l'entité avec laquelle elle communique, elle lui demande le 2 mars 1974 s'il peut se manifester car elle désire le voir ce qu'elle considère être son petit ami. En parallèle de ça, le reste de la famille ne va pas du tout être au courant des pratiques de leur fille car ils sont beaucoup trop occupés par leur quotidien. Un jour comme les autres, le père, Ted Donovan, comme tous les matins, s'apprête à démarrer sa voiture. Sauf que là, il va essayer de mettre la clé mais rien ne va marcher, elle ne va pas réussir à démarrer. Et voici la cause. Les fils des bougies ont été arrachés, les durites en caoutchouc ont été détachées et la courroie du ventilateur a été coupée. La voiture paraît comme volontairement sabotée. Mais alors, qui a fait ça? Pour l'instant, personne ne sait, Ted ne sait pas, même nous, aucune idée. Il demande alors à sa fille s'il peut emprunter sa voiture, chose qu'elle va accepter, pensant que celle-ci allait fonctionner. Sauf que là, bémol, elle aussi, la voiture de Patty ne s'allume pas. Elle ne démarre plus. Le mécanicien du garage affirma lorsqu'il examina la voiture que les pièces mécaniques avaient été démontées. Mais ces 2 anomalies-là qu'on peut noter ne sont pas les dernières sur la liste. Pendant la semaine, ça va encore durer et ça va être encore pire. C'est d'abord la sonnette arrière de la maison qui est arrachée, puis les arbustes du jardin qui vont être eux aussi arrachés. Et enfin,
Un tuyau en fonte de 6 pieds sur le toit a été plié à un angle de 90 degrés. Les phénomènes ne vont pas s'arrêter. Ça va s'aggraver de jour en jour et cela va prendre de plus en plus la forme d'attaques assez vénères. Le 8 mars, un des pneus de la voiture de Patty est crevé par ce qui semble être un coup de couteau. Évidemment, elle va le changer après ça, mais rien ne va y faire. Et à peine le fait-elle remplacer que le nouveau pneu est aussi crevé à son tour. Face à ces effrayantes manifestations d'agressivité dirigées littéralement contre le domicile familial, le père, Ted, se résigne à appeler la police. Cela ne mènera pourtant à absolument rien de concluant. De son côté, Patty, elle, est assez inquiète, mais pour une toute autre raison. Depuis l'espace d'une semaine, elle n'arrive plus à communiquer avec ce qu'elle appelait son petit ami. La goutte s'acharne sur le au revoir de la planche de Ouija lorsque Patty fait des séances avec elle. Aucune autre réponse positive, comme elle avait avant, ne vont lui parvenir. Patty était très loin de se douter que son ami Eric est pourtant bien présent, plus proche qu'elle ne pense. Les parents de Donovan vont chercher une explication, ils ne vont pas arriver à en trouver, mais vont penser que c'est peut-être Brian, leur fils, qui se met à faire tout ça. Ils vont alors l'interroger concernant les actes de vandalisme commis sur leur propriété familiale, mais soudain, boum! Une énorme détonation va retentir et semble provenir de l'intérieur de la maison. Ils vont inspecter toutes les pièces et c'est dans le couloir qui mène à la chambre de Brian qu'ils découvrent quelque chose d'inexplicable. Il y a un trou de 45 cm d'envergure dans le plancher, alors qu'au moment de l'incident, il n'y avait absolument aucune personne dans la maison. Et ce n'est, pour la famille Donovan, malheureusement pas la fin encore de leurs effrayantes manifestations. Lorsqu'ils dorment pendant la nuit, ils entendent maintenant des grattements dans les murs auxquels Ted, le père de famille, ne trouvait aucune explication rationnelle. Chaque nuit, les grattements se font entendre. Quant aux pneus de la voiture de Patty, 3 vont alors être retrouvés crevés par des lacérations que personne ne peut expliquer. La famille en ont marre de régulièrement changer leurs pneus alors qu'ils ne font rien, alors ils vont décider de les changer à nouveau, mais cette fois-ci de garer la voiture dans leur garage et de fermer celui-ci à clé pour éviter toute attaque qui proviendrait de l'extérieur sur leur voiture. Mais le lendemain à peine, devinez quoi, leurs pneus, ils vont les retrouver encore crevés. La situation va devenir un petit peu plus grave que d'habitude, car là ce ne sont plus des petits grattements qu'ils vont pouvoir assimiler à des rats ou des souris, mais bel et bien des bruits très forts, comme si une personne humaine se cognait la tête contre le mur ou qu'il arrachait carrément les planches du sol. Ted Donovan ne va pas croire à l'inexplicable. Pour lui c'est impossible, c'est forcément l'un de ses enfants qui cause tout ça. Pourtant, il va bien devoir être obligé de se rendre à l'évidence un jour, ou même devrais-je dire un week-end. Du 20 au 21 mars, Ted était seul à la maison et va retrouver les valves des radiateurs détachées. Et après les avoir remises à leur place, il va les retrouver à nouveau dévissées un instant après. Il ne peut alors pas accuser ses enfants, ils ne sont pas là. Donc qui a fait ça? Eh bien personne ne le sait, même lui ne le sait pas. Il trouve ça complètement surréaliste. Effrayé et épuisé, il décide de couper tout simplement la chaudière au sous-sol en attendant d'appeler le chauffagiste. Les bruits vont se faire de plus en plus fréquemment, mais Ted ne va pas arriver à trouver d'explication en dépit des longues heures qu'il a passées à essayer d'examiner toute la maison et à réfléchir aux potentielles causes rationnelles de tous ces phénomènes. Pourtant, il va lui-même expliquer aux policiers qu'il travaille dans la conception de machines depuis plus de 20 ans et possède une grosse formation qui devrait lui permettre de comprendre ce qui peut causer de tels désagréments dans une maison. Sauf que là, il va vraiment être full angoissé car il ne trouve aucune réponse à ces questions. Lorsque vient le jour de l'intervention du chauffagiste, celui-ci va être à son tour témoin des bruits dans la maison. Il examine par lui-même la mécanique de la chaudière pour conclure qu'elle n'a pas du tout de dysfonctionnement et que les bruits ne proviennent pas du tout d'elle. Mais alors ils proviennent de quoi? Eh bien vous avez la suite. On sait pas du tout. Les valves des radiateurs vont aussi être changées par le chauffagiste que Ted avait retrouvé démise. Et là ça va aussi le faire aux chauffagistes, elles ne veulent pas tenir en place. Ce qui va attester qu'elles ont bien un problème technique. La voiture de Patty, quant à elle, ne cesse d'avoir les pneus crevés un à un. Le 31 mars, ce ne sont pas moins de 6 pneus qui auront été tour à tour percés sur la voiture de Patty. Un soir, les parents regardent calmement la télévision dans leur chambre lorsque les lumières se mettent à s'allumer et s'éteindre 3 fois de suite pendant que la télévision s'éteint également pour ne pas se rallumer. Pourtant, ils n'ont pas encore été témoins du plus incroyable. Une commode d'1,80 m de long, pesant un peu plus de 100 kg, se met à léviter sous leurs yeux et à basculer d'avant en arrière avant de retomber
et que les portes ne se mettent à claquer. C'est ensuite la chaise sur laquelle reposent des vêtements qui se met, elle, à léviter, jetant la plupart des vêtements qui étaient disposés sur la chaise à terre pendant que les cadres, eux, se décrochent des murs et lévitent dans la chambre. Ils finiront par entendre des bruits très étranges de gémissements, comme les pleurs d'un chaton ou d'un bébé. Ils vont pas trop arriver à discerner, mais en tout cas, cet élément-là les a particulièrement traumatisés. Ces événements vont être d'une étrangeté tellement énorme que les policiers ne vont même pas pouvoir faire quelque chose. Ils vont répéter plusieurs fois à la famille des Donovan qu'ils ne peuvent absolument pas agir car ils ne comprennent même pas d'où viennent les bruits. Même s'ils restent assez rationnels, ils vont quand même conseiller Ted Donovan à faire appel à un prêtre. Le soir même, certains objets vont léviter seuls, tomber sans aucune action humaine par terre, et même parfois, certains vont être projetés sur les membres de la famille. Ted n'en peut plus, il est effrayé, il est à bout de solutions, à bout de force. Alors il va décider d'appeler enfin le prêtre. Le prêtre va arriver sur les lieux, il va faire un constat, et le constat il va être très simple. Il va penser que les membres de la famille sont juste des malades mentaux et qu'ils inventent tout ce qu'ils vivent, car au moment où il est venu, il ne s'est absolument rien passé du tout comme événement bizarre. Aucun objet ne va se déplacer seul, rien ne va l'éviter et aucun bruit ne va se faire entendre. Alors il va penser évidemment que la famille est complètement folle. Il va penser qu'il n'est pas du tout face à un cas de possession démoniaque, mais bien d'un cas psychiatrique. Il pense qu'ils sont complètement malades et qu'ils ont juste besoin de soins d'un psychiatre et pas d'un prêtre. Alors le prêtre, étant témoin de absolument rien, va partir. Ted, retardé et démuni par ce qui lui arrive alors en retard à son travail et se voit donc contraint d'expliquer la situation à son patron. C'est alors que celui-ci donne le nom du couple Warren et lui conseille de les contacter pour l'aider. Mais le bémol dans tout ça, c'est que personne ne détient les coordonnées qui permettent de les contacter. Donc pour l'instant, il n'y a aucun moyen pour Ted de les rencontrer. Les Warren doivent leur réputation à plusieurs enquêtes qu'ils auraient menées et se présentent comme étant lui un démonologue et elle une clairvoyante. Ils vouent leur temps à enquêter sur des phénomènes paranormaux afin de proposer leur aide aux vivants qui subissent des hantises. D'ailleurs, lors de leur apparition médiatique, ils conseillent à toutes les personnes visionnant l'émission et victimes de phénomènes paranormaux de placer un objet béni dans leur maison afin de les protéger. Mais vous allez me dire, Léo, c'est quoi le rapport avec Ted dans tout ça? Eh bien Ted était fasciné par les Warren à tel point qu'il regardait souvent les émissions et va entendre ce que je viens de vous dire. En écoutant ça à la télévision, Ted il va se souvenir d'une statue de Sainte Anne qui était stockée dans un carton au sous-sol de sa maison. Il va donc la sortir afin de l'installer dans leur espace de vie à l'étage. Il va redescendre après ça au sous-sol et là, ça va être le déferlement d'événements trop bizarres. En redescendant les escaliers après avoir mis la statue à l'étage, il va entendre plein d'objets se projeter et se fracasser à nouveau sur le sol. Mais il va aussi voir de ses propres yeux les produits ménagers se verser tout seuls sur le sol sans aucune, encore une fois, action humaine. Il remonte alors précipitamment à l'étage, terrifié, sauf que là, quand il arrive à l'étage, il va voir que la statue qu'il avait mise, Sainte Anne, est bien littéralement disparue. Elle n'est plus à la place où il l'avait mise. Après cet événement ultra chelou, il va finir par examiner l'ensemble de la maison et va se rendre compte plus tard que la statue se trouve près du cabinet de toilette. Il va découvrir aussi que la chambre de Brian est recouverte d'obscénités inscrites au stylo. Exténué, à bout de nerfs, Ted va alors rentrer dans une énorme crise de colère. Au bord de la panique, il va crier sur Brian que ce qu'il fait, c'est horrible. Il fait vivre un enfer à toute la famille et il le supplie d'arrêter. Sauf que Brian va se mettre à pleurer, lui il n'y est pour rien, il va supplier à son père d'arrêter car il n'a vraiment rien fait. Il va lui dire plusieurs fois « je n'ai rien fait », mais son père va pas forcément le croire. Car il reste toujours dans ce truc de rationnel, il ne va pas vouloir lâcher le fait que c'est forcément Brian qui cause tout ça et pas une entité. Toute la famille va se retrouver dans une situation des plus inconfortables, plein d'embrouilles vont éclater, tous les membres de la famille vont s'accuser entre eux, ça va être vraiment le gros bordel. Donc ils vont décider de ne plus dormir dans cette chambre, enfin du moins le temps d'une nuit, et ils vont donc prendre la décision de dormir dans une chambre d'hôtel, pour passer au moins une nuit correcte, sans événements super flippants ou embrouilles à la maison. Et c'est à partir de là qu'ils vont se rendre compte que ce n'est pas la maison qui est hantée par quelque chose, mais bien la famille, qui est victime d'une véritable malédiction. Même à l'extérieur de la maison familiale, des événements étranges vont se produire. Les lumières de leur chambre d'hôtel vont se mettre à vaciller sans raison et à s'éteindre, puis se rallumer toutes seules. Le bruit de coups qu'ils entendaient chez eux va aussi se mettre à retentir à
à nouveau. Ils comprennent alors qu'il n'y a malheureusement aucun échappatoire. Ce sont bel et bien eux qui subissent la hantise, eux à qui l'entité qui les tourmente est attachée, et non pas la maison. Après avoir passé encore une nuit de cauchemar, au matin, ils décident de prendre le petit déjeuner. Tout va très bien se passer, jusqu'au moment où ils vont remonter dans leur chambre. Parce que là, ça va vraiment être l'inverse. Ils vont retrouver leur chambre saccagée. Le responsable de l'hôtel va même venir toquer à leur porte pour apporter les plusieurs plaintes qui avaient été déposées des occupants voisins à leur encontre. Les voisins vont se plaindre de coups qu'ils auraient entendus pendant la nuit provenant de la chambre de la famille Donovan. Évidemment, lui va se défendre et va expliquer que ce n'est pas du tout lui qui fait ça, mais bien une entité rattachée à leur famille qui pèse sur eux depuis un bon bout de temps et qui est sûrement très malsaine. Évidemment, c'est faux, il ne va pas dire ça car personne ne va les croire et il a déjà anticipé ça. Alors il va rien dire, il va juste affirmer être le responsable et que cela ne se reproduira pas du tout. Ted, comme on peut le remarquer à son comportement, Ted n'en peut plus de tout ça, il en a vraiment marre et il a envie juste que ça se finisse. Mais s'il savait que ces événements atroces allaient encore durer un bon bout de temps. La famille va donc se décider à retourner chez elle, condamnée à n'avoir pour l'instant malheureusement aucune solution. Le 6 avril, ils vont rentrer de l'hôtel, Ted va pousser la porte de la maison et là ça va être la découverte de l'horreur. Ils vont découvrir devant eux que la maison a été saccagée pendant leur absence. Tous les produits liquides étaient renversés sur le sol. La lessive, le savon, le parfum et même les boissons. Dans le cabinet de toilette, ils vont voir que les canalisations sont toutes bouchées par les serviettes. Tous les meubles ont les tiroirs éventrés, le linge de la maison éparpillé, les réserves de dentifrice et d'autres consommables vidés, cassés. Bref, c'est n'importe quoi dans la maison. Le plus effroyable dans tout ça, c'est qu'ils vont à nouveau faire la découverte d'obscénités visibles sur les murs. Le lendemain, chez les Donovan, Phil, le frère de Ted, va leur rendre visite. Ils vont alors en profiter pour lui parler de tout ce qu'ils vivent depuis une semaine. Et là, encore une fois, à la venue d'une personne extérieure, rien ne va se passer. Aucun événement étrange ne va se produire pendant la visite de Phil. Phil propose donc à un moment de regarder les diapositives de ses récentes vacances et notamment de sa visite dans un parc de loisirs nommé Holy Land. Terre Sainte en français. Mais là, dès la projection des images montrant des symboles religieux, la famille constate que de l'eau se met à suinter des murs du cellier. Mais encore une fois, ils vont très vite passer à autre chose. Le jour suivant, Ted va essayer à nouveau de trouver de l'aide dans un monastère et un moine va accepter d'entendre ce qu'il a à lui dire. Alors encore une fois, Ted va lui raconter tout ce qu'il vit et là le moine va lui dire qu'il est bel et bien en présence d'une entité démoniaque qui s'acharne sur leur foyer. Si je vous raconte ça, c'est que ce moine a une importance cruciale dans cette vidéo et dans cette histoire. Il va mettre en relation la famille de Donovan avec les Warren afin de les aider dans cette quête aux démons. Ce moine va être très réactif avec les Warren, il va leur expliquer tout le contexte et il ne faudra attendre que 5 jours avant que Ed et Lorraine Warren donnent une réponse positive à la famille. Pendant la semaine d'attente du couple d'enquêteurs, les pluies de pierre continuent, certaines abîment même le toit et d'autres disparaissent lorsqu'elles se mettent à toucher le sol. Les crucifixes de la maison étaient régulièrement tournés vers le sol, les icônes religieuses déchirées, brisées et la statue de Sainte Anne régulièrement cachée dans des endroits aléatoires de la maison. Les objets et meubles, eux aussi, continuent à se déplacer, projetés sur le sol ou contre le mur parfois. Dans un gémissement étrange et infernal, le frigo lui-même va, par moments, se déplacer pour finir par se mettre au centre de la cuisine. Plus que jamais, ils ont bel et bien là la sensation d'une présence étrangère dans la maison et Hélène va même ressentir une forme humanoïde noire très souvent qui se situait près d'elle. Le chaos va alors régner dans cette famille, ils vont être tous démunis et vont juste pendant ce temps-là, pendant qu'ils vivent toutes ces horreurs, attendre que les Warren leur viennent en aide. Et ce jour-là tant attendu va enfin arriver. Et rebelote, ça va le faire encore une fois, à leur arrivée les Warren, ils vont absolument rien remarquer. La maison paraît très calme, à part le désordre de toutes les pièces de la maison, ils ne vont rien remarquer de spécial. Aucune manifestation n'est à observer. Lorraine, clairvoyante, affirme ressentir sur le moment de nombreuses entités malveillantes et décide de rester pour apporter de l'aide à la famille Donovan. Guidés par Ted, qui leur énumère l'ensemble des phénomènes qu'ils ont subis, ils se mettent à visiter l'ensemble des pièces de la maison. Ensuite, Ed s'entretient personnellement avec Ted et lui propose diverses questions pour mener l'enquête
et identifier l'origine probable des manifestations. Il lui demande s'il a une idée de ce qui aurait pu causer cela, quand les manifestations ont-elles commencé, si quelqu'un de la famille souffre de problèmes psychiatriques. Encore, il lui demande s'ils ont récemment acheté une antiquité ou si l'un des membres de la famille aurait pratiqué une séance de Ouija. Patty va répondre à la question de Ed Warren. Même si elle va ressentir un énorme sentiment de honte, elle va répondre avec stupeur au reste de la famille que oui, elle a bien utilisé une planche de Ouija. Ed lui demande si l'entité avec qui elle a communiqué lui a donné son nom, ce à quoi elle répond que non. Selon Ed Warren, connaître le nom d'un démon est le parfait moyen pour le combattre. Ed Warren appelle alors un prêtre, nommé Père Jason, qui les rejoint lui dans la soirée. Car pour mener une enquête, avec l'autorisation en plus de l'église, il lui faut avoir un témoin ecclésiastique. Pour tester ces manifestations, Ed frappe alors 2 coups sur le mur et se voit répondre par 2 autres coups à la suite qui résonnent. Il frappe alors 4 fois et là, il va avoir une réponse. 4 coups bien distincts vont répondre. Ils semblent provenir à la fois du sous-sol et de la table présente dans la pièce. Il demande ensuite au père Jason de bénir la pièce afin de lutter contre l'intensité et la fréquence du bruit. Cependant, les Warren doivent partir et il charge le père Jason de rester près de la famille tout en leur promettant de revenir et de rester en contact téléphonique évidemment. Évidemment, pendant leur absence, il va se passer encore des trucs de fou, mais pas autant hard que le jour de Pâques. Comme toutes les familles qui aiment cette fête-là, les Donovan, eux, vont aussi la fêter en présence du père Jason. Ce jour-là, l'entité présente dans la maison des Donovan va se montrer particulièrement provocatrice envers le prêtre. Lorsque le père va demander un verre d'eau ou encore un stylo, l'objet demandé va se mettre à voler vers lui comme pour le défier. Il va s'apercevoir que l'entité semble lire dans ses pensées car il remarque que celle-ci lui apporte à quoi il pense. Personne ne va arriver à dormir dans cette maison en raison du mal qui imprègne cette famille. Lorsque les Warren reviennent dans la maison, c'est un père Jason éreinté, sale, fatigué qu'il retrouve. Celui-ci va même finir par se retirer de cette histoire, laissant le couple des Warren prendre la situation en main car là ça devenait vraiment incontrôlable. Lors des manifestations, les attaques étaient tellement puissantes que Ed se demandait encore comment la maison arrivait à tenir debout. Le lit, avec 3 membres de la famille dessus, se met à léviter. Alerté par les cris, Ed se précipite dans la chambre et voit la commode propulsée sur lui. À ce même moment, Brian est installé sur le lit et va tout d'un coup être soulevé dans les airs par une force invisible et projeté à plus d'1,50 m plus loin, se heurtant contre le mur. Face à ce déferlement démoniaque, un exorcisme s'annonce pour les Warren être la solution à tout ça. Mais la récente sortie en salle en 1973 de L'Exorciste rend l'église réticente sur le fait de autoriser un exorcisme sur la famille Donovan. Ed et Lorraine commencent donc de leur côté à compiler les notes de leur enquête. Ils s'entretiennent aussi avec chacun des membres de la famille, tour à tour, afin de les connaître un peu plus, mais aussi pour sonder leur personnalité. Tout cela ne servait pas à rien. Le but de ces entretiens était de fournir à l'église un dossier bien consistant et crédible afin de laisser aux Warren l'autorisation de pratiquer un exorcisme sur la famille. D'abord, Ed s'entretient avec le père, Ted, qui est très affecté, peut-être le plus affecté même de la famille. Ted ne supporte absolument pas l'idée que le diable puisse résider dans leur foyer. Hélène, ensuite, qui demande à Ed pourquoi Dieu peut-il permettre de telles abominations se produire. Brian, lui, ne s'ouvre pas beaucoup, mais celui-ci peut comprendre que le jeune homme il a besoin d'être rassuré. Ainsi, et tout naturellement, Patty se relève être la personne subissant la possession. D'autant plus qu'elle montre de l'agressivité, de la colère, de la culpabilité pendant son entretien avec Ed. Une décision va être prise car là c'est plus possible. Pour la famille, ça commence à faire beaucoup, donc ils vont décider de se rendre chez les grands-parents pour essayer de trouver une maison beaucoup plus calme que la leur, car là, c'est même plus vivable en fait. Tout est en désordre, ça en devient même impossible de ranger les choses qui tombent par terre, les meubles, car ça arrive tellement de manière fréquente que de tout ranger deviendrait à la limite leur métier du quotidien. Le père Jason va revenir quelque temps après dans la maison des Donovan et sur demande d'Ed Warren, il va accrocher des chapelets au-dessus de chaque pièce. Et évidemment, ils ne vont pas tenir très longtemps. Très vite, l'un d'entre eux va finir par être décroché par la force maléfique que contenait la maison. La plupart vont léviter dans les airs, parcourant la maison pour s'accrocher à une chaise. Cet événement va définitivement faire partir la famille Donovan de chez eux. La famille va se réfugier chez les grands-parents de Ted, pensant que se réfugier chez eux, encore une fois, serait leur
dernière solution. Mais malheureusement, encore une fois, ils se sont trompés. Ed et le père Jason retournent quelques jours plus tard au domicile de la famille qui leur a laissé un double des clés. Ed pénètre le premier et trouve une maison sale, dévastée comme l'avaient trouvé les Donovan eux-mêmes en rentrant de leur première tentative de fuite. À mesure qu'ils avancent, la maison se met à trembler et un grondement va même se faire entendre. Le père Jason et Lorraine vont commencer à être paniqués, ils vont se précipiter dans la maison pour voir si Ed va bien et c'est là où ils vont le trouver trébuchant, entaillé de 2 longues marques formant une croix sur son bras. Face à l'urgence et à l'agressivité de la possession démoniaque, ils décident tous ensemble d'agir et de s'unir pour combattre le mal de cette maison. Alors que les Donovan décident de rentrer chez eux épuisés, lessivés, Ed et Lorraine Warren chargent le père Jason d'apporter le rapport de l'enquête à l'église afin de demander l'autorisation d'effectuer un exorcisme, ce qui va leur être accordé à la date du jeudi 2 mai. Les Warren décident cependant de rester avec la famille. Ils vont remarquer que le démon commençait à redoubler d'agressivité et qu'est-ce qui nous prouve ça? Eh bien c'est les éléments qu'ont relevé les Warren. Les portes disparaissaient mystérieusement de leur gonds et réapparaissaient au sous-sol comme par magie. Des cadres, du linge de maison, des vêtements prenaient feu et allaient jusqu'à être projetés sur les résidents de la maison, leur provoquant de grosses blessures douloureuses. La date de l'exorcisme approche et la violence des manifestations dans la maison est à son comble. Et la veille, personne n'arrive à dormir. 22h30. Cette nuit-là se met à rayonner une immense lumière que la famille aperçoit alors par l'embrasure de la porte du salon. Une lumière qui forme une silhouette de ce qui semble être une dame âgée. Mais Lorraine crie à Ed de s'éloigner de cette silhouette, pour la simple et bonne raison qu'elle n'aperçoit pas du tout une entité humaine comme un revenant, mais bien une entité maléfique. 2 chaises élancées dans les airs s'écrasent alors violemment contre Ed, le projetant dans le mur. Et ce n'est qu'à 9h30 au matin, après cette nuit d'angoisse, que l'exorciste dépêché par l'église arrive sur place. Ed fait visiter au père Rourke, l'exorciste, l'ensemble de la maison en lui expliquant bien que l'enquête menée par Lorraine lui dévoile la présence, non pas d'entités fantomatiques, mais bien de plusieurs entités démoniaques. Pour préparer le rituel d'exorcisme, le père Rourke va commencer à bénir tous les membres de la famille. Puis il confronte Patty, en lui demandant si c'est ce qu'elle souhaite pour sa famille. Mais là, Patty va commencer à s'énerver contre le prêtre alors qu'elle n'avait absolument rien contre lui au début. Elle va lui dire que ce n'est pas le cas, qu'elle ne veut pas que sa famille soit bénie, mais elle va finir par se radoucir à un moment pour on ne sait quelle raison, comme si elle changeait radicalement de comportement, pour affirmer qu'elle n'a jamais souhaité que tout cela arrive. Comme si la vraie Patty venait de reprendre le contrôle de son esprit et de son corps. Le père Rourke, lui, enjoint alors de demander pardon au Seigneur et commence l'exorcisme. Pendant l'exorcisme, Hélène racontera aux enquêteurs qu'elle a vu dans la cheminée la silhouette d'un être à la tête cornue, avec des pattes fourchues et pourvu d'une queue. La température chute considérablement et le froid règne dans la pièce. Le père Rourke asperge la silhouette diabolique avec de l'eau bénite et elle disparaît. Mais là, c'est une forme rouge, ensanglantée, qui commence à se dessiner alors sur le tapis. Et c'est à ce moment-là, pour le père Rourke, que le moment est enfin venu de prier pour la famille, car il semble que ce moment Et le départ du démon. on dirait un film. Je viens de vous raconter, j'ai l'impression un film, Conjuring. Et pourtant c'est une histoire vraie. Mais j'ai pas fini. Vous voulez savoir ce qui s'est passé après l'exorcisme, de nouvelles apparitions flippantes? Eh bien non, vous allez voir, c'est assez positif. Après l'exorcisme, leur vie va devenir à nouveau normale et va suivre son cours normalement. Ils décident donc de rester vivre dans la demeure. Brian finit même par intégrer l'université. Et là, je vais vous annoncer un truc assez dingue. Et si vous avez bien écouté le début, vous allez être choqué de l'information que je m'apprête à vous dire. Patty, elle aura par la suite 3 enfants. 3 qui sont nés avant 1978, comme la prédiction qu'elle avait pu avoir lors d'une séance de Ouija qu'elle avait fait quand elle était petite et que je vous ai raconté au début. Alors est-ce un hasard ou la preuve ultime que la famille Donovan a été victime d'une vraie possession? Malheureusement, on ne le saura évidemment jamais. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve nous très prochainement pour de nouvelles histoires d'horreur. J'espère que celle-ci vous aura fait plaisir. Bon, évidemment, on y croit, on n'y croit pas. Ce genre d'histoire, moi, pour être full transparent avec vous, j'ai du mal à y croire car elles font vraiment film. Mais je me dis, imaginez, c'est vrai? Waouh! Putain, la pire conclusion que j'aurais pu faire. Si le format vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, comment je pourrais l'améliorer, ce format-là aussi. J'attends vraiment vos retours avec impatience, même sur l'histoire. Si vous avez noté des incohérences, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire pour que je m'améliore par le futur, ou même des fautes de français. N'hésitez pas vraiment, voilà, full bienveillance toujours, mais n'hésitez pas à mettre tout ça pour comme ça je m'améliore pour les prochaines vidéos. Si vous avez même des infos supplémentaires à rajouter sur l'histoire que j'aurais peut-être oublié
encore une fois en commentaire, vous connaissez les bails. Merci de me suivre, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Léo, vous pouvez aller voir ces vidéos là, elles sont très cool. A plus.